Au Mali, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont à nouveau marché à Bamako pour contester les résultats des élections présidentielles. Ils ont également réclamé des élections législatives transparentes. La RDC a menacé de quitter la CPI à 2 jours d'une décision sur une peine en appel à l'encontre de l'opposant Jean-Pierre Bemba. Le gouvernement congolais dénonce des pressions de certains gouvernements sur les juges. Et puis des hommes armés en provenance de la RDC ont attaqué vendredi un poste frontière avec le Burundi. Les autorités burundaises attribuent l'attaque à un groupe de bandits, mais l'armée congolaise accuse des rebelles burundais du FLN. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition. Nous sommes le dimanche 16 septembre de l'an 2018. Bienvenue. Au Mali, plusieurs milliers de partisans de l'opposition ont à nouveau marché samedi à Bamako pour contester les résultats des élections présidentielles. Ils ont également réclamé des élections législatives transparentes. Cette marche intervient au lendemain du premier conseil des ministres du président Ibrahim Boubacar Keïta dans le cadre de son second mandat. Voici les images. Des milliers de Maliens ont manifesté samedi à Bamako à l'appel de l'opposition pour dénoncer la fraude qui a, selon elle, permis la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta et qui menace d'entacher le prochain scrutin législatif. Ils étaient au moins 25 000 manifestants selon les chiffres de l'opposition, mais une source policière a estimé le nombre à 12 000. Soumaïla Cissé, président IBK Dégage, abat le président de fête, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les marcheurs. Nous marchons aussi pour le respect du vote. Nous marchons aussi pour que nous ayons des élections propres dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vouloir construire une démocratie sur du mensonge, sur de la fraude, sur des malversations de l'administration. Il y a des réformes importantes à faire. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que l'administration organise de bout en bout les élections. Nous ne pouvons pas continuer que ce que nous avons dénoncé en matière de fraude continue. Mais sinon, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons avoir une assemblée monocolore. Ce que nous avons vu pendant cette présidentielle tente à prouver que le Mali ne peut pas organiser d'élections crédibles et transparentes. Ce qui veut dire pour nous, il ne faut pas aller vers des législatives, surtout lorsqu'un gouvernement de fait, un gouvernement de facto veut organiser ces élections avec les mêmes éléments. On prend les mêmes, on recommence, donc c'est la fraude massive assurée. Nous sommes encore là pour contester ce qui a été fait la veille de la proclamation des résultats, pour réclamer notre victoire, pour aussi la démocratie. Depuis la proclamation le 20 août dernier par la Cour constitutionnelle de la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de la présidentielle face au chef de l'opposition Soumaïla Cissé, l'opposition manifeste pratiquement chaque semaine contre la fraude électorale. Cette dernière marche s'est tenue alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta a présidé la veille le premier conseil des ministres de son second mandat, entamé le 4 septembre dernier. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a demandé au Parlement de réduire de moitié la taxe sur les produits pétroliers. Ceci après des mouvements de grogne qui ont suivi l'entrée en vigueur de cette taxe de 16% le 1er septembre dernier. Des précisions à travers ce reportage. J'ai entendu et compris vos inquiétudes, a déclaré Uhuru Kenyatta. En proposant de maintenir la très controversée taxe sur les produits pétroliers, mais de la réduire de moitié à 8%, le chef de l'État pourrait soulager les Kenyans et satisfaire le Fonds monétaire international. En effet, cet impôt était sans cesse retardé depuis 2013. De quoi mécontenter l'institution financière, selon certains experts. Uhuru Kenyatta a demandé à tous ceux qui avaient profité de cette taxe pour augmenter leur prix de réajuster leurs tarifs. Néanmoins, le chef de l'État a expliqué qu'une taxe à 8% ne permettait pas d'équilibrer le budget et qu'il y avait un trou financier à combler. Pour calmer la colère sociale, le président a donc proposé des mesures d'austérité dans toutes les branches du gouvernement. Ces réductions viseront les dépenses non essentielles comme les déplacements, les formations, les séminaires.
Ces coupes demandent à ce que nous tous, dans le gouvernement, on se serre la ceinture, a prévu le chef de l'État. Il a également proposé d'augmenter les ressources des institutions chargées de lutter contre la corruption. Ce qui concerne la justice pour accélérer les procédures. Il a annoncé aussi une augmentation des subventions du bureau du procureur et d'autres agences chargées d'enquêter sur les crimes économiques. Le but étant de récupérer les fonds perdus dans les malversations et de punir les coupables, alors que le Kenya est l'un des pays les plus corrompus du monde. Ces annonces sont en fait des propositions du chef de l'État qui a donc renvoyé le projet de loi de finances avec ses modifications devant l'Assemblée. En bref, la République démocratique du Congo menace de quitter la Cour pénale internationale. À travers un communiqué, le gouvernement congolais affirme que plusieurs indices concordants en sa possession indiquent que certains gouvernements exercent des pressions sur les juges de la CPI, dont l'affaire Jean-Pierre Bemba. Cette menace intervient à 2 jours d'une décision sur une peine en appel à l'encontre de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba, exclu de l'élection présidentielle prévu le 23 décembre prochain. Par son communiqué, le gouvernement congolais semble redouter un acquittement de Jean-Pierre Bemba demain lundi donc, ce qui lui permettrait de revenir dans la course à l'élection présidentielle. Des hommes armés en provenance de la République démocratique du Congo ont attaqué vendredi soir un poste frontière entre la RDC et le Burundi. Le procureur de la République burundaise qui s'est rendu sur place a attribué l'attaque à un groupe de bandits qui voulaient dévaliser la succursale locale d'une banque. Mais l'armée congolaise accuse les rebelles burundais du FLN. Reportage. Les rebelles burundais du FLN ont attaqué le poste frontière de Kavimvira vendredi aux environs de 21h, heure locale. Mais ils ont été mis en déroute par l'armée congolaise qui affirme avoir tué 2 assaillants en repoussant leur assaut. Au moins un policier a été blessé selon une source militaire burundaise. Des témoins dans la ville voisine de Gatumba ont évoqué des crépitements de mitrailleuses ponctués de nombreuses explosions pendant environ 1 heure. Le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Niandui, qui s'est rendu sur place, a attribué l'attaque à un groupe de bandits en provenance de la RDC voisine qui voulait dévaliser la succursale locale d'une banque. Des échanges de coups de feu. Un de parmi ces bandits a trouvé la mort, tandis qu'un policier a été blessé. Un policier de la police nationale du Burundi. Non, ce sont des bandits armés qui séjournent là-bas, mais qui font des attaques sporadiques ici pour voler. Mais on ne pourrait pas dire que ce sont des rebelles comme tel, mais ce sont des bandits. Le cœur d'un assaillant tué était toujours sur place et de nombreux bâtiments présentaient des impacts de balles. Le trafic a été provisoirement paralysé entre les 2 pays car le Burundi a fermé sa frontière avant de la rouvrir samedi en début d'après-midi. Les rebelles burundais mis en cause sont basés dans l'est de la République démocratique du Congo et mènent régulièrement des petites attaques dans le secteur frontalier des 2 pays. Restons en République démocratique du Congo où 3 personnes ont été tuées jeudi dans l'attaque d'un convoi de véhicules dans l'est du pays. Une région où des experts ont enregistré 49 meurtres au mois d'août dernier, en recul par rapport au mois de juillet. Le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York a recensé jusqu'à 132 groupes armés ou milices dans le nord et le sud Kivu. En août, 49 meurtres ont été enregistrés dans les 2 Kivu, un recul de 18% par rapport au mois de juillet, selon le dernier baromètre du GIEC, publié jeudi. Plus de la moitié des personnes tuées, 27, ont été recensées dans le territoire de Béni, par ailleurs en proie à une épidémie d'Ebola depuis le 1er août. Autour de la ville de Béni, en effet, les attaques du groupe rebelle ougandais, l'Alliance des forces démocratiques, se sont intensifiées malgré le développement de la maladie à virus Ebola, note le groupe d'études sur le Congo. Les observateurs révèlent également que les cas de vol à main armée par les FARC RDC ont augmenté en ville de Béni. Le baromètre souligne aussi l'action de l'armée régulière face aux groupes armés dans 2 autres territoires du Nord Kivu. Région de haut plateau et de lacs densément peuplés,
Les deux provinces du Nord et du Sud Kivu connaissent des troubles depuis la fin du génocide rwandais en 1994 et le renversement de l'ex-maréchal Mobutu en mai 1997. En Côte d'Ivoire, la haute autorité de la bonne gouvernance a saisi le parquet ivoirien de 15 dossiers portant sur des dizaines de milliards de francs CFA détournés. C'est ce qu'a indiqué en début de week-end le procureur de la République, Richard Adou. Les détails. Il s'agit de plusieurs milliards, de dizaines de milliards, a assuré le procureur de la République lors d'une conférence de presse, soulignant que les procédures visent un magistrat, des directeurs financiers, des élus, un administrateur civil, d'anciens directeurs généraux d'entreprises privées et publiques et de sages-femmes. Le magistrat a toutefois refusé de donner les noms des personnes ou des entreprises impliquées, soulignant qu'elles étaient protégées par le secret de l'instruction. Les faits reprochés aux personnes mises en cause s'articulent autour de la corruption, de l'abus de fonction, de détournement de deniers publics et privés, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, a-t-il précisé. Début août, dans une affaire très médiatique, Noël Akossi Benjo, le maire du Plateau, le quartier administratif et des affaires d'Abidjan, avait été révoqué de ses fonctions par le gouvernement, accusé de graves déviations dans le maniement des fonds communaux, des faux en écriture publique et des détournements de fonds portant sur plusieurs millions d'euros, selon l'annonce du porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Le procureur a refusé de confirmer si Noël Akossi Benjo faisait partie des procédures. Celui-ci s'est affirmé victime d'une action politique alors que son parti a quitté la coalition au pouvoir. Le président Alassane Ouattara avait assuré que la lutte contre la corruption serait une des priorités de son mandat, mais celle-ci reste très importante. Pour rappel, dans un rapport confidentiel en juillet, l'Union européenne avait estimé que la population ivoirienne tolère d'autant moins les largesses financières dont bénéficient les cercles du pouvoir. Une classe dirigeante dont l'enrichissement ces dernières années est parfois spectaculaire. En Tunisie, le seul centre d'accueil des migrants grouille de monde. Ses occupants, tous des rescapés des traversées clandestines de la Méditerranée, qui vivent dans des conditions assez difficiles, espèrent toujours pouvoir continuer leur route vers l'Europe. Reportage. Difficiles conditions de vie pour les migrants rescapés des traversées clandestines de la Méditerranée, ici au centre d'accueil de Medellín en Tunisie. Géré par le Croissant Rouge, ce centre est complètement débordé avec 2 fois plus de migrants que de lits. Nous recevons toute personne de Libye ou d'ailleurs qui veut une protection ici. Aussi, dans les eaux territoriales, tout embarquement qui est en difficulté est sauvé et ramené vers ces centres d'accueil. Mais je ne crois pas que le gouvernement tunisien ou le peuple tunisien acceptera des gens qui viendront de l'Europe pour être mis ici en Tunisie. En effet, la Tunisie, à l'instar du Maroc et de l'Égypte, a rejeté l'idée de plateforme régionale de débarquement hors de l'UE lancée lors d'un Conseil européen fin juin. Le pays ne possède actuellement qu'un seul centre pour accueillir les étrangers arrivés clandestinement et c'est à contre-cœur qu'il a laissé débarquer fin juillet une quarantaine de migrants secourus par un navire commercial battant pavillon tunisien. Les conditions ne sont pas très favorables, mais merci la Tunisie de m'avoir accueilli sur leur terre. Et puis la destination n'est pas changée, la destination reste l'Europe, surtout la France. Dans ce centre, les migrants ont un délai de 60 jours pour décider de rentrer chez eux ou de rester, éventuellement en demandant l'asile. Un tiers environ, souvent épuisé par l'expérience libyenne, demande un retour volontaire. Parmi les autres, une majorité tente de reprendre leur épopée vers le nord. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.